Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on parle d'une idée qui semble complètement contradictoire, un vrai paradoxe. Oui. Comment est-ce qu'une technique comme l'hypnose, qui nous met dans un état un peu déconnecté, quoi, un état de dissociation, Mhm. peut soigner des troubles qui sont nés justement d'une déconnexion, mais une déconnexion violente, comme le stress post-traumatique? C'est une excellente image. C'est comme vouloir éteindre un feu avec une autre flamme. C'est ça, mais une flamme maîtrisée alors. Exactement. Et pour rendre ça très concret, les sources nous donnent un exemple incroyable. Celui de Louis. Ah oui, Un jeune homme qui, après un grave accident, souffrait de douleurs fantômes terribles. Il avait l'impression, en permanence, que ses mains étaient en feu. une douleur que rien ne pouvait calmer, j'imagine. Rien. Et c'est là que l'improbable arrive. Sous hypnose, son thérapeute ne lui a pas dit « Non, tes mains ne brûlent pas ». Non, ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas marché. Il lui a juste suggéré d'imaginer qu'il plongeait ses mains dans de l'eau bien fraîche. Et cette simple image mentale a suffi à apaiser une douleur physique bien réelle et insupportable. C'est ça. Louis, qui était très sceptique au départ, a eu cette phrase qui résume tout. Il a compris qu'il pouvait jouer avec son cerveau. Jouer avec son cerveau, c'est formidable. Et c'est justement ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Comment ce jeu fonctionne. Pour ça, on a une belle pile de documents. Un article de recherche de la revue PSN, une thèse de médecine, des articles plus pratiques de centres comme Hypnosia, et ce témoignage de Louis qui va être notre fil rouge. Traumatisme s'imprime dans le corps. Et comment l'hypnose peut dialoguer avec cette mémoire-là? C'est ça. Alors, pour commencer, il faut qu'on soit bien au clair sur ce qu'est un traumatisme. Parce que le mot est un peu galvaudé aujourd'hui. Complètement. On ne parle pas juste d'un mauvais souvenir, non, non. C'est plus que ça. Beaucoup plus. La thèse de Lille cite Pierre Janet, un pionnier du sujet, qui parlait de fragmentation de la personnalité. Fragmentation, le mot est fort. Il l'est. Un traumatisme, c'est un événement tellement violent, tellement submergent que le cerveau, il n'arrive plus à le traiter. Il ne peut pas le digérer. L'information n'est pas rangée dans la bonne case. Elle n'est rangée nulle part. Elle reste active, c'est comme un bug permanent dans le système. Et face à ce bug, à cette submersion, le cerveau a une sorte de disjoncteur d'urgence. C'est ça, la dissociation? C'est exactement ça. La dissociation, c'est d'abord un mécanisme de protection. Pour survivre à l'insupportable, l'esprit se déconnecte. D'accord. Et l'article de Kern, là-dessus, est très, très clair. Il distingue plusieurs niveaux. Il y a d'abord celui qu'on connaît toutes et tous, en fait. Ah oui, le fameux mode pilote automatique, quand on conduit et qu'on arrive à destination sans se souvenir du trajet. Voilà. Ou quand on est dans la Lune. Ça, c'est une dissociation normale, du quotidien. Mais la dissociation traumatique, c'est autre chose. C'est tout autre chose. Là, le disjoncteur se bloque en position off. La personne se coupe de ses émotions, de ses sensations, parfois même de ses souvenirs. C'est cette impression d'être spectateur de sa propre vie. C'est ça. Se voir de l'extérieur, se sentir anesthésié, vide. Et dans les cas les plus graves, on part vraiment de fragmentation, oui. Différentes parties de la personnalité qui coexistent sans se connaître. Et ce qui est fou, c'est que cette déconnexion, elle n'est pas que dans la tête. On sent bien que le corps, lui aussi, reste bloqué. Il ne fait pas que rester bloqué, il le revit en boucle. Et là, pour comprendre ça, la théorie polyvagale est une vraie révolution. D'accord. En gros, son auteur, Stephen Porges, nous dit qu'on a une sorte de radar corporel inconscient. Il appelle ça la neuroception. Une neuroception, un radar. Oui, un radar qui scanne en permanence l'environnement pour répondre à une seule et unique question, est-ce que je suis en sécurité? Et ce radar, il a plusieurs niveaux d'alerte, j'imagine. On peut voir ça comme ça, il y a 3 modes principaux. Le premier, c'est le mode « tout va bien », le circuit vagal ventral. Ok. Là, on est en sécurité, on se sent détendu, connecté aux autres. On discute, on rit. C'est notre état de base. Et quand le radar détecte une menace? Alors là, il passe en mode alerte rouge. C'est le système sympathique qui prend le relais. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent. C'est le fameux combat ou fuite. D'accord, donc tout va bien ou alerte rouge. Mais il y a un troisième mode, non? Un peu plus étrange? Oui, et c'est souvent celui qui est au cœur du trauma. C'est le mode arrêt d'urgence. Le circuit vagal dorsal. L'arrêt d'urgence. C'est quand ni le combat ni la fuite ne sont possibles. C'est l'animal figé dans les phares d'une voiture. Le corps s'immobilise, il fait le mort. Un shutdown. Et le problème du traumatisme? C'est que le système nerveux peut rester coincé des années après, soit en mode alerte rouge permanent, et ça c'est l'hypervigilance, l'anxiété, soit en mode arrêt d'urgence. Et là c'est le sentiment d'être vide,
déconnecté de tout. Si on revient à Louis et ses mains qui brûlent, on pourrait dire que son radar corporel était bloqué en mode alerte rouge, comme si l'accident était toujours en train de se produire. C'est une excellente façon de le dire. Son corps continuait de crier au feu, même si sa tête, elle, savait que le danger était passé. Et on ne peut pas raisonner ce radar, lui dire « c'est fini ». Impossible. On ne peut pas le convaincre avec des arguments logiques. Il faut lui parler dans sa propre langue. La langue des sensations? Exactement. C'est fascinant. Et ça nous ramène à notre paradoxe du début. Si le traumatisme est une sorte de transe chaotique, une auto-hypnose subie, C'est le terme de l'article de Kern, oui. comment est-ce qu'une autre transe, celle de l'hypnose, peut réparer les dégâts? Je ne vois toujours pas. On ne combat pas le feu par le feu, si. Sauf si, comme vous le disiez, une flamme est incontrôlée et l'autre est parfaitement dirigée. Ah, d'accord. La transe traumatique, elle est subie, elle désorganise, elle enferme. La transe hypnotique, elle, est choisie, elle est collaborative et elle vise un but précis, la guérison. C'est comme si on disait au cerveau « Ok, tu connais déjà ce chemin, on va juste l'emprunter, mais cette fois, c'est nous qui tenons le volant. C'est nous qui tenons les commandes, exactement. Et le cas de Louis l'illustre à la perfection. » Oui. Son thérapeute n'a pas nié sa douleur, il a validé sa perception, il a dit « Ok, pour vous, ça brûle ». Et ensuite, il a utilisé la capacité du cerveau à créer d'autres perceptions. En l'invitant à se concentrer sur l'eau fraîche. Il a superposé une nouvelle information sensorielle sur l'ancienne, Et le cerveau a choisi la nouvelle information. la plus agréable. Ou en tout cas, il a permis aux deux de coexister, ce qui a tout de suite diminué l'intensité de la première. Le cerveau a appris qu'il avait une autre option que la douleur. Louis raconte aussi qu'il utilisait l'image de jouer du piano pour soulager des crampes. Oui, un souvenir agréable, une action complexe. Il mobilisait une ressource interne positive pour modifier une expérience présente qui était douloureuse. Mais alors, la grande question, qu'est-ce qui garantit que cette dissociation volontaire ne va pas juste faire revivre le trauma ou laisser la personne encore plus perchée qu'avant? C'est le point crucial. Et toutes nos sources insistent dessus. La fin de la séance. La réassociation? La réassociation. Contrairement à la transe traumatique qui vous laisse piéger et fragmenter, une séance d'hypnose se termine toujours par un retour guidé, progressif, à l'ici et maintenant. On s'assure que tout le monde est bien rentré à la maison. On s'assure que la personne est pleinement revenue, bien ancrée, mais en ayant intégré les nouvelles ressources acquises. On utilise la dissociation comme un véhicule et puis on ramène la personne en toute sécurité. D'accord, je vois le principe. On utilise une bonne transe pour réparer les dégâts d'une mauvaise. Mais j'imagine que ce n'est pas si simple. On ne peut pas juste replonger la personne dans son pire souvenir, même avec un guide. Ah non, surtout pas. Comment on fait pour que ce ne soit pas encore plus traumatisant? Vous mettez le doigt sur le cœur de la pratique. La priorité absolue, c'est la sécurité. On n'affronte jamais le souvenir de front sans préparation. La première étape, c'est quoi alors? Souvent, la toute première étape, c'est de construire ce qu'on appelle un lieu sûr. Un lieu sûr. Ce thérapeute demande à la personne d'imaginer, avec tous ses sens, un endroit, réel ou imaginaire, où elle se sente en sécurité absolue, calme et en plein contrôle. C'est une très belle idée en fait. Avant même de s'approcher de la zone de danger, on construit une base de repli, un refuge. C'est exactement ça. Une fois que ce refuge est bien solide, bien établi, on peut commencer à approcher le souvenir, mais toujours à distance. Comment ça? À distance. Une technique classique, c'est celle de l'écran de cinéma. On invite la personne à s'imaginer dans une salle de cinéma bien installée et à projeter le souvenir sur l'écran, comme si c'était un film. Ah, donc on crée une double distance. On n'est pas dans le souvenir, on est en train de le regarder. Précisément. Et on donne le contrôle total à la personne. Elle a la télécommande. La télécommande. Elle peut mettre le film en noir et blanc, couper le son, le mettre en avance rapide, le figer. Cet acte de reprendre le contrôle, même symboliquement, est déjà profondément thérapeutique. On passe de victime qui subit à... À observatrice qui agit. C'est puissant. Mais ce qui me fascine le plus dans tout ça, c'est cette idée, mentionnée dans la thèse, que le cerveau ne ferait pas la différence entre une action réellement vécue et une action intensément imaginée. Ça me paraît fou. Ça peut paraître fou, mais c'est ce que les neurosciences nous montrent. Quand un athlète visualise sa course parfaite, les zones motrices de son cerveau s'activent de la même manière. D'accord. Et en thérapie? On utilise ce principe. Si le traumatisme a été une expérience d'impuissance totale où la personne a été figée, on peut l'inviter, une fois en sécurité dans la transe, à imaginer une fin différente. Imaginez qu'elle réussit à fuir? À crier, à se défendre, Exactement. achever l'action qui a été interrompue.
En faisant ça, on ne change pas le passé, bien sûr, Non, le passé est le passé. mais on crée de nouvelles connexions neuronales. On offre une nouvelle fin, une nouvelle empreinte qui vient nuancer l'ancienne. On inscrit une expérience de pouvoir là où il n'y avait que de l'impuissance. Et ça change tout. On libère l'énergie qui était bloquée en quelque sorte. C'est tout le principe d'approche comme le somatic experiencing. L'idée, c'est que l'énergie mobilisée pour le combat ou la fuite est restée piégée dans le système nerveux. Le travail consiste alors à permettre au corps de relâcher cette énergie. D'accord. Évidemment, une technique qui touche de si près à la mémoire, à la conscience, ça doit soulever des questions, des controverses même. Bien sûr. La première qui me vient, c'est le fameux risque des faux souvenirs. Est-ce que l'hypnose ne pourrait pas implanter des souvenirs qui n'ont jamais existé? C'est la critique historique. Et elle est légitime. Mais les recherches actuelles sont assez claires. Le risque vient beaucoup moins de l'état hypnotique lui-même que de la manière dont le thérapeute pose les questions. Des questions suggestives? Oui, des questions orientées, fermées, ça peut influencer la mémoire de n'importe qui, sous hypnose ou pas. Un bon praticien posera toujours des questions ouvertes. Et que se passe-t-il? Plutôt que « et là, vous voyez un homme, n'est-ce pas ?» Il y a même un point assez contre-intuitif dans ces recherches, j'ai lu. Oui, et il est passionnant. On pourrait croire que les personnes très suggestibles, très hypnotisables, seraient plus à risque. Ce qui est souvent le cas des survivants de trauma, en plus. Eh bien, il semblerait que ce soit l'inverse. Ces personnes seraient en fait mieux protégées contre la création de faux souvenirs. Celles qui sont moins hypnotisables, mais qui veulent bien faire pour plaire au thérapeute, seraient plus enclines à se conformer à des suggestions trompeuses. C'est incroyable. Mais ça soulève une autre question, presque philosophique. Quelle importance de savoir si un souvenir est vrai au sens factuel? Le centre Hypnosia a une formule très percutante là-dessus. Ils disent qu'en thérapie, un vrai souvenir a autant de pouvoir qu'un faux souvenir. Autrement dit, le but n'est pas de mener une enquête judiciaire. Non. Le but est de soulager la souffrance ici et maintenant. C'est l'impact du souvenir qui compte, pas sa véracité historique. Voilà, si dans votre monde intérieur il y a un monstre sous le lit qui vous terrorise, la thérapie ne va pas chercher à prouver que le monstre n'existe pas. Elle va vous donner les outils pour ne plus avoir peur du monstre. On travaille sur le ressenti. Et la dernière crainte, logique, utiliser une technique dissociative avec des personnes qui sont déjà sujettes à la dissociation, il n'y a pas un risque d'aggraver les choses, de les perdre encore plus. Le risque existe, si la pratique est mal maîtrisée, c'est une évidence. La compétence du thérapeute est la clé de tout. Il doit savoir maintenir un lien constant avec la personne, Comment? par exemple avec ce qu'on appelle le signaling, un simple mouvement de doigt convenu pour répondre oui ou non. Il doit gérer la profondeur de la transe et, je le répète, assurer une réassociation impeccable à la fin. Donc si on essaye de synthétiser tout ça, le traumatisme, c'est avant tout une rupture. Une rupture de lien, oui. Une rupture avec soi-même, avec son corps, avec les autres, qui nous fige dans un mode de survie. C'est ça. Et la dissociation est le symptôme le plus visible de cette rupture. Et l'hypnose, dans ce tableau, ce n'est pas une baguette magique, c'est plutôt un outil de haute précision, un outil qui utilise les propres capacités du cerveau à se déconnecter, mais de manière constructive. De manière sécurisée et constructive pour aller réparer les circuits là où ils ont grillé. C'est une excellente synthèse. Il s'agit de restaurer la capacité d'agir là où il y a eu une impuissance totale. De redonner du mouvement là où tout était figé. De passer d'un état où l'on subit son passé en boucle à un état où l'on reprend les commandes de son monde intérieur. C'est immense tout ce qu'on a d'explorer sur la manière de réparer ces liens brisés chez un individu. Mais ça m'amène à une dernière question, une pensée pour la suite. Mhm. On a parlé du traumatisme personnel. Mais que se passe-t-il lorsque le traumatisme n'est pas seulement le nôtre, mais qu'il a été hérité, transmis en silence de génération en génération? La thèse de Lille parle de ce fantôme qui hante la famille. Oui. Si l'on peut travailler sur un souvenir individuel, comment une famille ou même une culture entière peut-elle commencer à guérir sa mémoire collective et soigner des schémas qui se répètent sans que plus personne n'en connaisse l'origine?